Bonjour, ici Jean-Dominique Leduc et bienvenue à Vous avez dit BD, un balado qui se consacre exclusivement au 9e art. Et comme à mon habitude, j'ai toujours de l'excellente visite à mon micro. Et là, on a de la grande visite qui vient... De la lointaine visite. Michel Giguère, lointaine parce que, bon, Ville de Québec. Ouais, 3h30 d'autobus. Ah oui, hein, quand même. Arrêt à Sainte-Foy, arrêt à Longueuil. Donc, le lointain est justifié. Oui. Donc, qui est Michel Giguère? Eh bien, c'est une éminence grise de la bande dessinée ici au Québec. Il est toujours enseignant. Tu es toujours enseignant. C'est vrai que j'ai les cheveux gris, à vrai dire. Mais oui, au moins, t'as des cheveux, Michel. Oui, encore pas mal, oui. Ouais. Mais oui, j'enseigne... j'ai donné au fil des années toutes sortes de formes d'ateliers, de cours, des ateliers pratiques. Il y a plein de gens qui connaissent un petit peu mon travail de conférencier, de chroniqueur, puis qui se disent à un moment donné, « Hein, tu dessines? » Ben oui, je dessine, je donne des ateliers de BD depuis 30 ans. Comment veux-tu que je dessine pas? Mais bon, ce côté-là, en fait, j'ai commencé à m'impliquer dans la BD un petit peu pour sortir de l'isolement, dans l'espoir que ça paraît que d'habitude c'est pas moi qui pose les questions. Hein. C'est moi qui pose les questions. Oui, t'es parti là. Tu réponds à 3 questions en même temps, c'est formidable. Vas-y, continue. Mais donc c'est ça, tout jeune, vingtaine, sortir de chez moi, commencer à m'impliquer à ce qu'on appelait la Société des créateurs et amis de la bande dessinée, la SCABD, ouais, à la fin des années 80, pour vraiment me faire connaître du milieu, sortir de l'isolement et que ça favorise favorise l'émulation et les rencontres, et puis donc que ça favorise mes propres projets de réalisation de BD, parce que moi je voulais raconter mes histoires. Mais finalement, je me suis retrouvé à monter des expos, puis à devenir responsable du centre de documentation au local de la SCABD, et à me faire demander d'animer des trucs en bibliothèque, après quoi des sessions de cours de plus en plus élaborées, de plus en plus diversifiées. Et à l'époque, dans les années 90, qui vivait de sa plume et de ses bulles? À peu près personne. Très peu, hein? Fait que moi, je gagnais ma vie comme ça, et 30 ans plus tard, c'est encore dans mes tiroirs, malheureusement. Ça n'a pas vraiment débouché, mais c'est une autre histoire. Mais même si ça n'a pas débouché, il n'est jamais trop tard, Michel. Oui, oui, en fait, à un moment donné, j'ai donné un coup là, dans les années 2000. Je me suis dit, j'ai pogné le 40 ans, il faut que je réalise mes rêves. Alors, j'ai démarché et, à vrai dire, il y a un moment crucial. Je suis à ma table à dessin. Je fuck le chien sur une histoire en BD depuis 4 ans. Une histoire de 4 planches. Et là, je pose mon crayon feutre, je me recule sur ma chaise, je regarde ça, là, puis je dis, c'est ridicule, ça marche pas, là. Je me fais violence à vouloir tout faire. Moi, ce que j'aime, c'est raconter des histoires. Et pour moi, dessiner, c'est prendre un crayon puis griffonner la posture, l'expression du visage, choisir le cadrage, le point de vue, etc. Ma passion dans mon enseignement aussi, c'est le découpage, la mise en scène, la mise en page, la narration, le rythme. Et j'ai décidé ce jour-là, ce n'est pas moi qui vais dessiner au propre. Parce que quand je suis rendu là, dans l'aspect technique, dans l'aspect de la rectitude du dessin, la perspective, les proportions, ça me fait violence, ça me rend malheureux. Et j'ai toujours eu un infini respect pour des gens qui dessinent de la BD. Les gens qui font de l'illustration, jeunesse ou autre, vous savez pas c'est quoi faire de la bande dessinée, là. Il y a un minimum de 6 dessins par page qui se passent dans le même lieu. Donc, le même lieu doit être dessiné sous tous les angles. Ça demande une rigueur, ça demande des capacités techniques incroyables, de sorte que ce soit des BDistes que je reçois à mes activités ou quand je visite des ateliers, même quand c'est un genre qui me parle pas personnellement comme lecteur, j'ai vraiment beaucoup de respect pour les gens qui font du dessin de BD. Mais est-ce que justement de fréquenter
de par tes différentes tâches d'enseignement, de conférencier, de consultant, est-ce que de fréquenter le genre, ça t'a bloqué en quelque part comme auteur? Non. Non. Tu sais, ben, j'ai fait de la bande dessinée là, de 6 ans jusqu'au cégep à temps plein. Là. Puis, mais sans la rigueur. Tu sais, à un moment donné, rendu jeune adulte, tu te dis, bon, la récréation est finie, là. Soyons rigoureux. Puis là, on va faire attention à corriger le dessin, tout ça. Puis on va le présenter à des journaux, on va le présenter à des gens, à des revues. Puis, je me suis rendu compte que le plaisir que j'avais enfant et adolescent, je l'avais juste dans la partie ce qu'on appelle le crayonné, tu sais. Et puis, le fait que je sois impliqué dans le milieu, au contraire, non, ça m'a fait connaître un tas de BDistes. Et puis, comme je les connaissais, eh bien, j'ai vraiment soumis des projets de BD, d'albums, à plusieurs d'entre eux, à quelques-uns d'entre eux, dont le style, pensais-je, convenait à tel ou tel projet. Fait que, je te disais tantôt, au début des années 2000, autour de la quarantaine, j'ai été vraiment très proactif et très productif, puis j'ai présenté plein de projets qui étaient quand même assez avancés. Mais justement, ce que je proposais à des dessinateurs, c'était tellement abouti. T'avais la mise en page, t'avais les postures, t'avais les mimiques. Ouais. Eux autres, les gars, ils me retendaient la pile, puis ils me disaient « Tu devrais les dessiner toi-même, mais moi, j'ai plus de part de création. Je travaillerai pas pendant 8 mois là-dessus. Il y a rien qui va venir de moi, là, tu sais. Ouais. Mais moi, l'ancrage, la rectitude du dessin, ben, comme j'expliquais, ça me tue, là. Fait que non, mon implication, c'est pas ça qui m'a bouffé du temps. C'est quelque chose que mon implication dans la bande dessinée, je l'ai toujours faite un peu en dilettante et en autodidacte parce que je me suis vraiment formé sur le tas et à travers les ouvrages que j'ai lus partout. Et puis, je n'ai jamais osé me lancer à 100%. J'ai toujours gardé ma job alimentaire, c'est-à-dire mon emploi d'étudiant. Pendant toute mon université, je travaillais dans une bibliothèque, Gabriel Roy pour la nommer, la centrale à Québec. Et puis, j'ai comme développé au fil des années une espèce d'arrangement qui faisait que je travaillais à temps partiel là et par ailleurs dans le monde de la BD. Et il s'est créé comme une synergie qui se nourrissait, qui faisait que c'était un avantage pour la bibliothèque que je travaille dans le milieu de la BD et vice-versa. Moi, j'avais des facilités. Et puis, entre autres, c'est ce qui a permis la création en 2005 des Rendez-vous de la BD. La direction de la bibliothèque m'a dit « Hey, on a une belle collection de bandes dessinées. Bon, tu y as contribué, mais ça ne te tenterait pas d'aller plus loin puis d'offrir de l'animation pour nos usagers et puis la population de Québec. » Fait que là, je me suis mis à développer ça qui était complémentaire des ateliers pratiques. Là, je m'adressais pas à des gens qui voulaient faire de la bande dessinée en leur montrant comment faire et en les accompagnant là-dedans. Là, je m'adressais à des lecteurs. Ouais. Et même, je te dirais que je me suis surpris les premières années quand j'ai réalisé qu'il y avait une bonne partie de l'assistance qui n'était pas des gros BD-philes, des gros maniaques de BD. Là. Ah non? Non, je pense que c'est des gens qui aiment bien ce genre d'activité-là, d'écouter une conférence sur un sujet et qui se sont comme pris au jeu de passer à la bibliothèque une fois par mois et puis de s'ouvrir comme ça à toutes sortes de sujets. Faut dire que moi, dans les rendez-vous de la BD, il y en a un par mois et c'est tantôt sur un thème, tantôt, quand je dis un thème, ça peut être la femme et la bande dessinée, les créatrices, les lectrices et les personnages, les héroïnes. Ça peut être un genre. Bon, bientôt, je vais faire, je le sais, là, parce que c'est un phénomène, là, le western. Le retour du western, je capote. Oui, il y a parce 2 que ans. Ça revient en force. J'aurais jamais dit ça il y a 2 ans. Il y a un monsieur un peu plus vieux que moi qui me dit ça à un moment donné, il dit « Vous devriez faire une soirée sur le western. » J'ai dit « Monsieur, quand j'étais enfant, moi, là, ce qui nous faisait rêver, c'était pas la science-fiction, parce que les films de science-fiction, les effets spéciaux étaient pourris. Non, ça n'avait aucune crédibilité. Non, la mythologie du Far West, les étuis de cuir sur la cuisse avec le revolver, les chevaux, la poussière, la ville, tous les personnages stéréotypés, les archétypes. Donc, on a tellement trippé, mais ça, c'est générationnel, puis c'est fini, monsieur. Je ferai pas de soirée sur le western, il viendra personne.
Hey, 2 ans plus tard, toi. Fait que tu vois, des fois, c'est sur des genres, donc. Des fois, j'ai des invités. Mais des fois, c'est sur un sujet. Et là, le sujet, c'est pas la bande dessinée, d'aucune manière. Ah oui, j'ai fait aussi des thèmes à l'occasion qui sont très techniques, qui portent sur le langage, sur le médium lui-même. J'ai fait une soirée sur le découpage, c'est-à-dire le rythme dans la bande dessinée. Ah bon? Faut le faire, là, 2 heures. Apprendre ça du début, là, avec des exemples assez faciles au début de la soirée, puis 2 heures plus tard, là, à parler d'ellipses, à parler de trucs qui s'en venaient assez pointus, merci, là. J'ai consacré 2 soirées à la mise en scène. C'était vraiment une présentation en 2 fois, là. Une sur la mise en page, ainsi de suite. Une qui s'appelait « Les alchimistes de l'indicible », comment exprimer l'intériorité des personnages. Ouais. Parce que moi, là où je trouve la bande dessinée extraordinaire, c'est quand elle, justement, elle parvient à exprimer l'intériorité des personnages par cette espèce de mariage du dessin et du texte qui est la narration. Et que, justement, ils vont pas dans la description comme on peut voir dans un roman où, pendant 4 pages, on va te décrire l'état d'âme du personnage de belle façon. Puis ça va pas non plus dans l'acteur, le travail d'un acteur qui, sans un mot de dialogue, est tellement talentueux que il t'arrache le cœur. Non, c'est autre chose. C'est complètement autre chose. Et puis j'ai fait une soirée là-dessus. Encore là, c'est assez pointu. Mais des fois, donc, tout ça pour en venir au fait que des fois, c'est sur des sujets. J'ai, les 2 qui me reviennent le plus vite parce que j'ai capoté là, en préparant ça, puis j'ai travaillé comme un malade. En 2014, j'ai souligné le début de la Première Guerre mondiale. Je savais qu'il sortait beaucoup de bandes dessinées. Ouais. Et là, je me suis retrouvé avec trop de matériel. Fait que rendu en 2016, j'ai dit aux gens, en 1916, j'ai dit, mesdames et messieurs, c'est fini. Fait que j'ai improvisé une sortie, là. J'ai dit, écoutez, il m'en reste plein, là, mais puis il va en sortir d'autres dans les prochaines années. Alors, écoutez, on est en 2014, rendez-vous en 2018 pour célébrer la fin, le centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale. Et tu l'as fait. Et les gens ont ri. Puis en 2018, j'ai trop capoté au lieu de juste partir de 2016 puis me rendre jusqu'à la grippe espagnole parce que la Première Guerre mondiale n'est pas finie en 2018. J'ai repris du début et j'ai concentré au maximum. J'ai travaillé encore comme un dément. Et là, j'ai présenté, vraiment ça, c'était ma présentation ultime, là, où est-ce que j'avais le plus de texte, le plus d'images à l'écran. Et j'ai fait l'histoire, mesdames et messieurs, il était une fois la Première Guerre mondiale, avec des images de BD. Mais je ne parle pas de bande dessinée, je m'en sers. Donc, pour moi, tout ça, c'est une manière de ne pas rester tout le temps juste plongé dans la bande dessinée, comme un geek, tu sais. Oui, parce qu'il faut sortir, hein? Il faut une mise en relation, il faut sortir de ce... Il faut sortir du médium, en fait. Parce que, autrement, et c'est ce que tu nous expliques dans ta démarche, c'est qu'autrement, on finit par vite faire le tour. Vite faire le tour, et puis pas vraiment faire le tour, dans le sens où oui, voilà. tourner sur toi-même, tu sais, mais pour avoir un regard aiguisé, un regard pertinent, un regard critique, mais positivement critique. Tout à fait. Parce que c'est mal vu, la critique. Le métier de critique est mal vu. Surtout, juste à penser à la chanson de Charles Bois, là, ce sont des ratés sympathiques. Ouais. Là. Mais aussi, le fait d'être critique, c'est mal vu. Moi, j'ai souffert de ça toute ma vie. Les gens me trouvaient critique. OK, l'ouverture d'esprit, c'est-tu de trouver tout beau puis tout bon? Écoute, oui, mais en même temps, Michel, je m'en allais dire que c'est symptomatique de l'époque dans laquelle on vit. En fait, non, mais quand on regarde... Je prends par exemple le média social Facebook. Les algorithmes font en sorte que, par exemple, sur notre fil d'actualité, apparaît souvent des choses qui nous concernent, des opinions politiques avec lesquelles nous sommes en accord. Qui nous confortent dans ce qu'on pense. Voilà, qui nous confortent. Hein? La fameuse saucisse high grain. Oui. Oui. Mais donc... tu trahis ton âge. Oui, ben oui, voilà. Oui, j'ai pas de cheveux gris. J'ai pas de cheveux. Mais tu vois, pour parler de Facebook et d'esprit critique, moi, je suis allé sur Facebook pour... à des fins professionnelles, pour m'en servir un petit peu comme une vitrine pour mes activités, puis être en relation avec les gens du milieu. Alors moi, mes amis Facebook ne sont pas mes amis personnels. Et quand on m'a initié à ça, j'ai trouvé ça détestable. Je trouve ça mal foutu, mal fait. Puis je me dis, s'il y avait une vraie concurrence, je peux te dire qu'ils se déguédineraient pour nous offrir quelque chose de... Mais tu sais,
En tout cas, moi, ça correspond pas à mes besoins. J'aime pas ça. Ouais. J'aime pas le temps que je passe là-dessus, mais c'est comme un mal nécessaire. J'aime pas que ce soit une espèce de monopole. Dans les faits, c'est un peu ça. Oui. Parce que si toi puis moi, on communique par courriel, on a chacun notre compagnie, notre fournisseur de courriel, puis on a choisi, tu sais. Tandis que Facebook, on est sur la même patente, tu sais. Mais non, mais c'est vraiment une chambre d'écho aussi. Et il faut éviter, donc, que la bande dessinée aussi demeure en elle-même. En vase clos. Là. Oui, en vase clos, Oui. tout à fait. Et c'est un médium, et toi et moi, on en convient, qui est capable d'être extraordinaire. Mais il y a tout un travail, encore en 2019, à aller porter la nouvelle, hein, d'aller chercher les gens et de les amener au médium. Et souvent, lorsqu'on tombe dans un discours geek, on perd les gens. Parce que tout à coup, le médium et ses commentateurs se replient sur eux-mêmes. Et donc, dans ta démarche, au contraire, tu vas à la rencontre. Oui. Moi, sur ma carte d'affaires, j'ai longtemps écrit... je savais pas quoi écrire. Tantôt, tu as dit homme orchestre, mais encore, parce que c'est une expression que j'ai déjà utilisée aussi, mais je me suis mis à écrire à un moment donné intervenant en bande dessinée. Là, je trouvais que ça faisait un peu intervenant en service social ou je sais pas quoi, là. Plus ou moins, en tout cas. Et puis à un moment donné, il y a longtemps, je vais en France, puis je les entends parler de médiation culturelle, puis de médiateurs. Puis là, je dis, médiation, c'est de la même famille que midi, c'est-à-dire le milieu. Être au milieu de... faire la passerelle entre les créateurs, les créatrices, le milieu, selon les cas, là, de la BD, d'une part, et le public, d'autre part. Alors moi, mes interlocuteurs, c'est le grand public. C'est pour ça que quand je fais des conférences, c'est pas de niveau universitaire, il n'y a pas une rigueur universitaire dans ce que je fais. Je suis très modestement un simple médiateur qui prétend connaître assez la bande dessinée pour la faire connaître autour de lui aussi. Et puis, ma foi, moi, quand je suis devant les gens, je pense qu'ils ne reviendraient pas depuis des années, à presque toutes les présentations, dans le cas de certains, si ils sentaient que j'étais une bébite qui ne vit que pour la BD et que par la BD. Fait que moi, ça se nourrit de références au cinéma, à la littérature. Ils voient que je suis un passionné d'histoire, de littérature puis de cinéma. Tous les modes de narration me passionnent. Et celui qui me passionne entre tous, moi, ma grande passion dans la vie, c'est pas la bande dessinée. Hein. Ah non? C'est la chanson. J'ai écrit des paroles de chansons, j'ai essayé que ça débouche sur quelque chose aussi de ce côté-là, puis ça n'a pas marché non plus. Fait que ça, j'ai vraiment fermé le livre. Mais j'en écoute. Et si tu me dis demain, tu peux plus lire de BD, c'est plate, mais je vais survivre. Si tu me dis tu peux plus écouter de chansons, je vais mourir. C'est une vraie passion. Et puis, donc tout ça, ça vient nourrir. Et ça vient nourrir aussi l'esprit critique. Ça donne un regard tellement plus pluriel, tellement plus complet et tellement plus critique. Fait que moi, si la bande dessinée se regarde un nombril puis tourne sur elle-même, puis que moi, d'où je suis un peu en retrait, un peu en dehors, puis que je vois ce qui se fait autour, ben là, je vais te dire, je m'excuse, mais là, on n'avance plus, là. Tu sais, regardez ce qui se fait en théâtre, regardez l'évolution de la télévision. On vit un âge d'or de la télévision. Tout l'audio, l'univers audio, on se disait la télévision va faire mourir la radio, mais là avec les balados et tout ça, l'audio on est en train de redevenir une société orale, tu sais. Totalement. Ouais. Fait que donc il faut être au fait de tout ça puis se nourrir de tout ça, et c'est là que ça devient enrichissant. Ouais. Oui, parce que l'art se nourrit de tout. L'art ne s'auto-nourrit pas d'elle-même. Donc, et justement, il y a tellement de parallèles, de mise en contexte, et on peut faire des mises en contexte entre différents médiums, mais avec la société, avec l'histoire, et pour moi, la bande dessinée est un médium que sa propre structure narrative, et la bande dessinée est un médium à part entière. La preuve, c'est que la bande dessinée est capable d'accoucher d'œuvres qui ne pourraient pas exister au théâtre, qui ne pourraient pas exister dans cette forme-là. Oui. Et c'est quand même assez extraordinaire. Et pourtant, c'est un médium qui, à ce jour, est encore méconnu. On le rattache beaucoup, évidemment, à l'enfance, parce que souvent, la première prise de contact avec la bande dessinée,
en tout cas pour plusieurs générations, ça a été par le truchement de l'enfance. Mais moi, il n'est pas rare qu'on me dise « Ah oui, toi, t'écris là, sur les petits bonhommes. » Encore. Encore. Mais la phrase que tu disais tantôt, c'est étrange de l'entendre de ta bouche, là, parce que j'ai l'impression d'être devant un miroir, parce que moi, je le dis à l'occasion, et quand je dis ça, pour moi, je pense que c'est la façon la plus marquée d'exprimer ma passion puis mon admiration pour le médium, pour le genre. C'est-à-dire que quand je lis quelque chose et que ça me fait un effet, ça me remue, ça m'émeut, des fois ça m'enthousiasme, puis que je me dis, c'est parce que c'est raconté comme ça, avec les moyens dont le médium dispose, la relation complexe et intime entre l'image et le texte, mais ça se réduit tellement pas à ça. La mise en séquence, jouer justement quand j'ai fait mes présentations sur le rythme en bande dessinée, là, jouer, ralentir, accélérer. Et là, il y a des gens comme David Mazzucchelli qui font des choses époustouflantes avec ça. Et il y a quelqu'un comme Goscinny qui va faire des choses époustouflantes avec ça. Et Bill Watterson avec Calvin et Hobbes. Ah oui, ben oui. Fait que ça va, tu sais, là, je viens de nommer un comic strip, je viens de nommer une bande dessinée à qui on a reproché d'être trop commerciale, parce qu'elle avait trop de succès. Et Mazzucchelli qui, bon, à part qu'il a fait du super-héros, mais depuis, on peut pas lui reprocher de faire autre chose que de la bande dessinée très, très alternative et très, très songée et très, très réfléchie. C'est un gars qui il pousse le médium plus loin, là. Mais dans tous les cas, moi, on n'a pas besoin de réinventer le médium à chaque fois. Moi, je lis un Jérôme Bloch, là, et je suis pas en extase, mais ça m'enthousiasme, je me dis « Ah, putain, c'est tellement maîtrisé. Maudit que c'est bien fait. Ouais. » Mais ça n'a pas besoin d'être, justement, d'être très impressionnant, que tu dises « Ce gars-là, c'est un génie. » Non. Il se fait oublier, le gars qui raconte l'histoire. Là. C'est juste que c'est impeccable. Oui, que c'est bien raconté. Ouais. Et que ça utilise toutes les forces et tous les rouages que ce médium-là offre, et qu'il est le seul à offrir. Même si c'est un médium qu'on peut souvent comparer, par exemple, au cinéma. Évidemment, il y a des parallèles, mais en même temps, c'est complètement autre chose. Il y a beaucoup de parallèles avec la musique. Tu parlais de rythme tantôt. Oui. C'est très intéressant. Le rythme, oui, c'est dans la musicalité, oui, c'est dans la musique, c'est aussi dans le jeu. Il y a des auteurs de bande dessinée, moi, que je considère être de très, très grands directeurs d'acteurs. Et souvent, quand je dis une chose comme ça, on me dit « Oui, mais c'est parce que t'es comédien. » Non, c'est au-delà de ça. C'est de réussir... Quand tu parlais tantôt là, de transmettre une émotion, il y a aussi tout ce travail-là, comment on anime un personnage, comment on l'éclaire, comment on le fait bouger, de quel angle on le dessine, avec quelle souplesse. Ah oui, les postures. Oui. C'est quelque chose que moi j'apprécie. Je suis très, très attentif à ça. Je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup de bandes dessinées où les postures sont formatées, stéréotypées. Tu sais, comme si tu avais un éventail de X postures, tu sais. Mais moi, entre autres dans les ateliers que je donne, je fais souvent poser les gens, puis je les fais pousser pour travailler la vraisemblance, l'authenticité, puis la souplesse des postures. Mais là, t'as dit plein d'affaires là, dont on pourrait parler 2 heures chacune, mais la chanson, oui, dans mes ateliers pratiques, un des exercices que j'aimais beaucoup faire, c'est de leur faire choisir une chanson, puis de la transposer en BD. Mais là, il s'est fait depuis beaucoup de recueils de transposition de chansons en BD, mais je trouve que c'est pas vraiment des transpositions. C'est rarement intéressant parce qu'ils prennent le texte et ils l'illustrent. C'est de l'illustration de la chanson. Alors que moi, dans mes présentations, dans mes diaporamas, il y a des fois où je donne des exemples, des quelques-unes que je trouve qui ont fait autre chose. Qui ont écouté la chanson, qui en ont tiré la substance, l'esprit, le message s'il y en a un, et qui ont restitué ça autrement, avec leur médium. Et en oubliant les paroles de la chanson. Fait que ça, c'est quelque chose... Oui, les deux se ressemblent beaucoup. Une des prises de conscience que j'ai eues par rapport à mon intérêt pour la chanson, c'est que je m'étais inscrit au festival en chanson de Petite-Vallée
comme parolier. J'ai fait partie de la première cohorte de paroliers quand ils ont créé la section, parce que la catégorie n'existait pas. Ouais. Et notre formateur était Sylvain Lelièvre, qui est devenu un ami après, moi, je veux dire, quand je me suis inscrit, là, puis j'ai vu formateur Sylvain Lelièvre, moi, j'étais, pendant la semaine à Petite-Vallée, là, j'étais reconnu comme étant l'aggroupi, là, j'étais le fan fini, parce que les autres le connaissaient pas tant que ça. Donc, une semaine très intense où on côtoie des auteurs, compositeurs, interprètes et des interprètes. Et on se connaît pas beaucoup, fait qu'on fait connaissance, puis les gens te demandent qu'est-ce que tu fais dans la vie. Ah, tu travailles dans la BD. Ah, BD, chanson, c'est quoi le rapport? Et là, je réalise que j'ai jamais réfléchi à la question. Et je réfléchis à voix haute pour pas avoir l'air d'un crétin. Et je me mets à expliquer que, c'est deux disciplines qui ont plein de choses en commun. Dans les deux cas, il y a beaucoup de contraintes formelles, puis moi, ça me plaît bien. Je trouve que c'est créateur des contraintes. Ouais. Ça te bloque pas, au contraire, ça te circonscrit, puis ça te pousse à te surpasser. Et les limites de la planche, les limites de la case, le couplet, le refrain, le piétage, les rimes, l'équilibre des planches, tout ça, là, bon, je pourrais en parler pendant des heures, mais c'est vrai que c'est deux genres qui ont beaucoup en commun et qui s'appréhendent aussi. C'est deux genres qui sont faciles d'accès. La chanson peut nous accompagner dans le quotidien comme aucun autre médium. Ce que je veux dire, c'est que tu es de bonne humeur sur le trottoir, puis tu chantes une chanson que tu connais par cœur, là, puis la chanson elle est toute là. Elle existe. Et c'est merveilleux. Bon, en BD, ça prend un crayon puis une feuille, ou alors tu t'achètes un album, puis c'est presque rien, et c'est ça qui fait que c'est tant, que c'est beaucoup. Donc, les deux ont beaucoup en commun. Et puis, dans les rendez-vous de la BD, parlant de chansons, une des présentations mémorables que j'ai fait, parce que j'essaie de renouveler la formule puis de pousser ça un peu plus loin. À un moment donné, j'ai remarqué qu'il sortait beaucoup de bandes dessinées sur la chanson américaine, puis j'ai fait l'histoire de la musique populaire américaine en BD. À un moment donné, j'ai fait une version j'avais fait jouer des extraits de chansons. Ça avait duré 2 heures dans le cadre de mes rendez-vous, mais j'étais resté sur mon appétit. Manquait de viande, tu sais. Puis il y avait dans la salle une libraire qui avait une librairie spécialisée à Québec. Et puis je lui dis, « Hey, serais-tu partante, toi? Une affaire de fou, là. C'est comme le film Le Grand Bleu, là. Quand ils ont fait leur pub, n'y allez pas, ça dure 3 heures. Ouais. 3 heures. On fait jouer les tonnes intégralement. Puis ça dure, ma présentation dure 3 heures, avec une intermède. Puis on fait ça dans ta librairie, on boit de la bière, tu sais, puis on écoute du blues puis du rock, là. Ah! C'est un souvenir mémorable. Wow. Quelle soirée, là. Fait qu'il y avait tout ce que j'aime, là. Il y avait la musique, puis les chansons, et la bande dessinée, et la bière. Oui. Oh, la belle soirée. Alors, oui, tout ça est enthousiasmant, mais tu vois, tantôt, je sais pas si les auditeurs, les auditrices remarquent que souvent, je vais multiplier les exemples, puis je vais toujours mettre sur un pied d'égalité la bande dessinée populaire, dite commerciale. Ouais. Avec de la bande dessinée plus... J'ai des intérêts particuliers, j'ai des genres de prédilection, j'ai parfois une sensibilité esthétique qui est plus favorable à ça qu'à tel autre, mais pour le reste, je donne pas plus de crédit, j'ai pas plus de respect pour tel genre, pour telle forme. Et je reconnais, je pense être capable de reconnaître la médiocrité où il y en a, mais il y en a justement dans tous les genres et dans tous les formats. Totalement. Et quand le travail comme le tien, c'est de mettre en relation, il faut aussi savoir mettre de côté, et ça aussi je trouve que c'est le problème des médias sociaux et de toutes ces plateformes où on peut s'exprimer et où tout à coup le discours critique, ça me nuise dans l'espace public, c'est-à-dire que le travail de mise en relation, ce n'est pas de parler de nos inclinaisons personnelles, forcément. Non. Au contraire. Moi, je suis convaincu qu'il y a des gens, Michel, qui viennent assister, par exemple, à une conférence et qui disent « Ah oui, lui, Michel, il aime vraiment, vraiment beaucoup ce genre de bande dessinée-là ou cet auteur-là. » Alors que dans les faits, d'un point de vue strictement personnel, tout en étant capable de reconnaître les qualités intrinsèques, c'est peut-être pas forcément quelque chose qui te parle. Oui. J'ai fait une soirée sur Frank Miller. Ouais. Puis,
pas que sur lui. Je sais pas si tu connais le livre des entretiens Frank Miller, Will Eisner. Oh mon Dieu, hey, ce livre-là, j'ai tellement voulu le garrocher souvent. Mais il est mal traduit, c'est épouvantable. Ouais. Mais moi, je trouvais bien intéressant que deux générations de BDistes, je trouvais qu'ils couvraient d'une façon un peu subjective, mais assez complète, assez large, plusieurs décennies d'évolution de la bande dessinée aux États-Unis. Et puis, comme je cherche toujours à renouveler la formule, je me suis dit, on va faire un peu de théâtre. Fait que j'ai demandé à un de mes copains qui est BD-phile et animateur de radio, d'être mon complice. J'ai dit, tu seras Frank Miller. Je vais être Will Eisner. Ah, tu t'es gardé le plus beau rôle. Non, c'est question d'âge. C'est que lui, le rôle du jeune au jeune. Ouais. Puis, mais non, moi, je trouvais que dans ça, Will Eisner, il dit souvent des affaires, là, puis tu dis, ouais, il a ses idées très arrêtées. Ouais, mais Frank Miller aussi, il était insupportable par moments. Ben, là-dedans, tu vois, je trouvais qu'il ménageait la chèvre et le chou devant son aîné, puis tu vois qu'il... oui, quand même, oui. Dans ces entretiens-là, il n'est pas si pire, mais c'est quelqu'un qui a des prises de position très discutables. Ouais. Tout ça pour dire que Frank Miller, dans ses mises en page, par exemple, dans 300, dans la qualité de son noir et blanc expressionniste dans Sin City, c'est remarquable. Ouais. Mais c'est quelqu'un dont j'endosse pas l'ultra-violence. Moi, ça me pue au nez. Ouais. Fait que, mais j'ai fait une soirée là-dessus parce que ça me donnait la possibilité de parler de BD américaine d'une façon originale. Et là, à tour de rôle, moi puis mon complice, on livrait, comme une lecture théâtrale, on livrait les entretiens. Images, tu sais, tout ce dont on parlait apparaissait à l'écran. Ah, mais c'est un boulot dingue, hein, de monter tout ça. Ouais, ben là, c'est pas l'intégralité du livre, là, j'ai choisi des extraits, là. Mais c'est intéressant parce que, donc, du corpus de Frank Miller, ça te permet, par exemple, d'aborder tel sujet du médium. Donc, tout à coup, ça te permet de mettre en lumière un élément et de dire, tu parlais du clair-obscur de Frank Miller. Pour l'anecdote, lorsqu'Hugo Pratt est mort en 94, je crois, 1994, 95, 96, chose certaine, Frank Miller faisait déjà depuis quelques années déjà Sin City, et il avait fait une courte histoire muette en hommage à Hugo Pratt. Et j'avais trouvé une chose extraordinaire. À l'époque, Internet commençait à peine, mais dans le courrier des lecteurs, les gens disaient qu'Hugo Pratt avait copié Frank Miller. Parce que c'était Frank Miller qui utilisait le clair-obscur. Alors... c'est formidable. Hein? Oui, c'est formidable. Mais évidemment, c'est un lectorat américain. Bon. Tu me rappelles tellement une anecdote. J'ai monté 2 cours pour le collège André Grasset. Un qui était sur la figuration narrative, mais c'était plus sur la narration comme telle. Puis l'autre qui était bande dessinée cinéma. Et puis, lors du premier cours, j'avais le même groupe d'étudiants pour les 2 cours, là. Je leur ai montré des dessins. Je leur montre conjointement 2 dessins côte à côte. Un, je me souviens même plus du dessinateur, mais c'est quelqu'un qui était influencé par Munoz. Ouais, quand même. Et l'autre, c'était Michel Rouge, qui est un clone de Giraud, dessinateur de Blueberry, si on veut. Là. Puis je dis, est-ce que vous y trouvez une ressemblance, un point commun? Ben évidemment, non, pas en tout. Là, je dis, celui-là, lui, son maître qui l'a vraiment influencé, c'est Munoz. Celui-ci, c'est Jean Giraud, bon, qui est le génie du dessin qu'on connaît. Mm-hmm. Et Jean Giraud, son maître, c'est un monsieur d'une autre génération qui s'appelait Joseph Gillin, Gégé. Et Munoz, son maître, c'est un monsieur qui s'appelait Hugo Pratt. Et là, j'ai un dessin de Gégé puis un dessin d'Hugo Pratt côte à côte, et je dis, l'influence, le maître de ces 2 dessinateurs-là, c'est Milton Caniff. Alors, vous êtes des gens qui êtes inscrits, c'est votre 2e année dans le programme de BD, là. Fait que vous voulez faire de la BD, vous aimeriez ça gagner votre vie à faire de la BD. Puis moi, je sais, on m'a confié les 2 cours théoriques de votre programme. Je veux juste vous dire que la théorie, c'est pas séparé de la pratique. Et que même l'aspect historique, l'aspect culture, la culture de la bande dessinée, c'est pas détaché de la pratique.
Et si vous voulez pas avoir l'air d'un cave parce que vous déclarez que vous venez d'inventer quelque chose ou qu'un tel a inventé quelque chose en 1998, ben, ça vaut la peine des fois de retourner à la source. Et c'est toujours intéressant de voir d'où ça vient, que ça vient peut-être de loin. Oui, et je suis convaincu que certains étudiants même avaient aucune idée de qui était Milton Caniff. Ça n'a aucune importance. Non, je sais bien, mais... Mais je pense que moi, ils ont compris le message que un même tronc pouvait donner un arbre, puis que les branches du haut étaient tellement éloignées, mais qu'il y avait une source commune. Totalement. Totalement. Et encore là, et on parle même pas de bande dessinée asiatique, là, on parle pas de manga, mais c'est vrai que c'est un médium auquel on s'intéresse depuis si peu de temps qu'en fait, il y a non seulement il y a la production actuelle qui se poursuit toujours, mais il y a toute cette densité, il y a tout ce corpus derrière. À redécouvrir. À redécouvrir. Ou à découvrir. Oui, à découvrir, à redécouvrir, à se réapproprier. Quand tu donnais l'exemple tantôt de Goscinny et de cette idée que c'est un auteur à succès, donc, mais un Astérix, là, au-delà du fait que ça se vend, il y a des qualités intrinsèques, là. Il y a une utilisation du langage, là. Il y a déjà beaucoup à dire, à voir, à observer, à explorer. Tu vois, on a souvent comparé Astérix avec Tintin pour nommer deux monuments de la BD franco-belge. Hergé était d'une telle rigueur. Il y a une démarche qui a fini par se refermer sur elle-même, là, tellement il était obsédé par la qualité de l'œuvre qu'il allait laisser. Ses premiers albums ont tous été redessinés. Il s'est entouré de tout un studio. Il en faisait de moins en moins, mais il veillait à ce qu'il contrôlait tout. Et puis, bon, n'empêche qu'il se gardait le crayonné, donc c'est l'essentiel, là. C'est lui qui faisait l'essentiel quand même. Mais il avait cette espèce de conscience, de volonté de vouloir laisser une œuvre presque imperfectible, là. Et moi, ma mère m'a acheté un Tintin quand j'étais petit et un seul, parce que ça n'a pas pogné. Enfant, ça m'ennuyait, ça me laisse de glace, et c'est encore comme ça aujourd'hui. Je n'y vois que le labeur. Je n'y vois, oui, je m'en sers pédagogiquement, parce que c'est entre autres pour la clarté narrative, le sens de lecture, tout ça, c'est intéressant. Mais je vois quelque chose là de laborieux qui a été fait plusieurs fois, et puis je vois tout le temps cette espèce de volonté-là là, de vouloir que ce soit parfait, mais la perfection... Tandis que on peut pas imaginer Uderzo et Goscinny avoir une approche comme ça. Non. Eux autres sont dans une espèce de rigolade. Bon, cela dit, ça n'empêche pas que Goscinny, c'est pas pour rien qu'il est mort jeune. Moi, je pense que il s'est tué à l'ouvrage. Il faisait plusieurs séries en même temps, en plus d'être rédacteur en chef de Pilote. Ouais. Et il raconte, ou on raconte dans les biographies, mais il l'a évoqué beaucoup. Il disait, moi, quand je suis dans les bureaux de Pilote, que je reçois des dessinateurs puis des scénaristes, puis qu'on décide des choses, puis qu'on fait des réunions, puis que... Vous pensez que je travaille? Non, je travaille pas, là. C'est quand je suis chez moi, ou des fois dans mon bureau, puis que la porte est fermée, puis que je suis seul, là, puis j'ai les mains sur son bureau qui était complètement vide, comme dans Achille Talon, là. Et puis, il fait rien. Puis il fixe les murs. Il dit, là, je travaille. Et ça me tue. Ça l'angoissait tellement parce qu'il cherchait des idées. Il cherchait des gags, puis il cherchait des histoires. Donc, il s'est brûlé en s'affairant à gauche puis à droite, puis il s'est brûlé de l'intérieur aussi avec cette espèce d'anxiété-là. Fait que, mais quand même, il reste que on sent une espèce de bonhomie. On sent que ils sont dans le plaisir et que ce soit avec Maurice, avec Sampé, avec Tabary, il se trouve que c'est des dessinateurs avec qui il y a eu une complémentarité extraordinaire. Le résultat est là. Et il y a des moments, il y a des scènes dans Astérix qui sont des purs moments de grâce, comme quand on va voir des musiciens de blues où tu vas voir Neil Young, puis tu sais qu'une fois sur deux, Neil Young, son spectacle est à chier, que son solo va être n'importe quoi, mais que
si tu tombes un soir qui se passe de quoi, là, puis qui te part un solo, puis qui pogne de quoi à un moment donné, là, puis là, t'as la chair de poule, puis tu dis « Tonight's the night », là, justement, là, c'est à soir, là. Puis, mais c'est fragile, parce que... Mais c'est ça, c'est ce moment de grâce-là, il est pas endigué, il est pas clôturé, il est pas contrôlé, il survient ou il survient pas, mais on sent ça dans l'œuvre de Goscinny. Oui, il n'y a pas cette idée de contrôle comme dans l'œuvre d'Hergé, évidemment. Non. J'ai l'impression de te faire réfléchir beaucoup, là. Non, mais j'ai passé beaucoup de temps dans Hergé ces dernières années. C'est drôle parce que c'est vrai qu'on ne sent pas le plaisir lorsqu'on lit Tintin. Il y a quand même, moi, des grands moments... à certains moments, Tintin m'émeut beaucoup. Ouais. Mais m'émeut beaucoup parce que j'ai lu sur Hergé. J'ai lu Hergé et il y a cette mise en relation dont on parlait tantôt et tout à coup, lorsque l'œuvre est la vie de l'auteur, parce qu'à la limite, pour apprécier une œuvre, on peut très bien se foutre de la vie de l'auteur. Mais lorsqu'on s'intéresse à Hergé, il y a certains albums, il y a certains passages qui m'ont pas ému lorsque j'étais jeune enfant ou même quand j'étais jeune adulte et qui aujourd'hui, tout à coup, occupent une place, tout à coup se déploie, prend une dimension. Il y a comme des si moments... tu voyais un écho à la vie à un épisode de la vie d'Hergé ou à ta propre vie, peut-être? À ma propre vie. Ouais, ok. Ouais. Ouais. C'est fou, hein? Et c'est ce que j'aime expliquer aux gens, et c'est dur à expliquer aux gens, mais je leur dis, vous savez, quand une chanson vous émeut, quand un film vous touche, une bande dessinée aussi en est capable. Hein? Il y a Jack Kirby qui disait « Comics will break your heart ». Et je trouve que cette personnages phrase... se cassaient plutôt la gueule, mais bon. Ah, mais il y a tellement de strates dans cette phrase-là de Jack Kirby, parce qu'on sait aussi son rapport à Stan Lee, son rapport à l'appropriation intellectuelle de l'œuvre. Mais au-delà de ça, il y a cette idée que c'est au-delà du divertissement de masse, parce que bon, la bande dessinée contemporaine, elle est apparue dans la presse écrite, elle côtoyait les sports, elle côtoyait les nouvelles et tout ça, et l'horoscope. Oui, l'horoscope, tout ça. Donc, et ça existe, d'ailleurs, c'est toujours... ça existe encore. Oh, mais ce n'est plus que l'ombre de ce que c'était. Oui, évidemment, évidemment. On n'a qu'à penser, par exemple, je vais toujours me souvenir, moi, je m'étais acheté le journal, le dernier strip de Schulz qui a été publié en 2000 de Peanuts, tu sais, mais c'était plus pour le geste qu'autre chose, et c'est un médium d'accompagnement aussi. Comme la chanson. Comme la chanson. Ouais. Surtout le strip comme ça, qu'on découvre au hasard d'un magazine ou d'un journal, dans un café. Totalement. Et Peanuts, pour moi, c'est... Mais tu parlais aussi tantôt de Calvin et Hobbes. Pour moi, c'est deux exemples d'accompagnement. En même temps, je trouve que c'est deux pôles. Ouais. C'est que quand Schulz est mort, Radio-Can de Québec, là, m'avait interrogé sur le sujet pour que je témoigne de l'importance de Schulz. Et puis, j'avais dit quelque chose de transcendant qu'ils n'ont pas gardé, qu'ils ont coupé au montage parce qu'ils ont gardé 3 mots. Oui, parce qu'il faut la clip, hein. Mais j'avais dit, Peanuts, qui était publié dans plus de 2000 journaux pendant des décennies à travers le monde, c'est une BD minimaliste en 2 dimensions avec un dessin enfantin où il n'y a pas d'adultes, où les enfants réfléchissent avec une maturité qu'ont pas la plupart des adultes, et où il y a des trucs quotidiens avec des trucs complètement absurdes, surtout avec Snoopy. C'est une BD tellement conceptuelle que presque personne à ma connaissance se pose la question, mais la question c'est comment une BD aussi conceptuelle, cérébrale, a pu avoir un succès populaire de cette envergure-là.
moi, je trouverai jamais l'explication. C'est inexplicable. Et puis, je dis que c'est les deux pôles parce que c'est tellement sobre, il n'y a tellement pas d'effet, il n'y a presque pas de ligne de mouvement. Je dirais, quand il botte le ballon de football, il y a à peine une petite coupe de petites lignes, mais ça bouge pas beaucoup. Que quand Watterson est arrivé, il a comme fait l'anti-Peanuts, dans le sens où il s'est dit, moi, je vais jouer avec les dimensions, avec l'espace, avec la dimension des cases, avec la forme des cases. Je vais jouer, je vais rentrer dans l'imagination. Tu sais, avec Watterson, Snoopy, il serait pas sur une niche, il serait dans l'avion pour vrai. Avec Schulz, on décolle pas de la niche. Non. Fait que, tu vois, c'est pour ça que je te dis que mais les deux pôles, c'est les deux sommets en même temps. Oui, totalement. Ouais. Et d'ailleurs, Watterson nous amenait, avec les dinosaures, nous amenait dans la soucoupe spatiale, nous amenait... Et même lorsque les deux Kelvin et Hobbs descendaient en traîneau dans la neige, il y avait un tel mouvement, une telle ondulation, ça bouge, ça une explose. Élégance en même temps, mais c'est... Ouais, mon Dieu, il y avait tellement à dire. Hein. Ben, on parlait du génie de Jean Giraud au dessin, ouais. on peut parler de Franquin, on peut parler... Il y a des virtuoses du dessin. Totalement. Puis Bill Watterson en est un. Cela dit, essaye de reproduire les personnages de Peanuts. Il y a tellement rien. C'est un rond avec 2 points. Mais si ton rond est pas exactement comme le rond, pis si les points sont pas exactement à la même place... C'est pas ça. C'est pas ça pantoute. C'est tout ou rien. Hein. C'est un peu comme Tintin, l'espèce de tête avec la houppette. Ouais. Et pourtant... Mais c'est dur de faire simple. Ouais. Il y a tellement... Giraud, pour parler de lui, a tellement... il a tellement inspiré plein de BDistes en herbe, de jeunes dessinateurs qui ont voulu l'imiter sans arriver à l'égaler, en multipliant les hachures. Et dans les années 70-80, c'était l'enfer. Tout le monde mettait plein de hachures. Là. Fait que plus il y avait des hachures, meilleur c'était. Finalement, les planches de BD avaient l'air de des moustiquaires, plein de mouches collées dedans. Là. Fait que il y avait des hachures, mais il y avait aussi des hachures dans tous les sens. Hein. Alors que faire des hachures, c'est tout un art, puis tu fais pas ça n'importe comment. Fait que souvent, les hachures étaient une béquille pour masquer les limites du dessin. Puis moi, je ne jurais que par ça. J'aimais tellement ça, ce genre de dessin-là. Puis à un moment donné, je me suis mis à m'attarder sur des styles de dessin qui me plaisaient moins. Entre autres, à regarder le dessin au pinceau des dessinateurs de l'époque de l'art genre de la BD américaine qui faisaient des strips à raison de un strip pendant 6 jours, puis après ça, une demi-blanche, tu sais. Il n'y avait pas le temps de niaiser avec la POC puis de faire des hachures, eux autres, là. Et tu vois, là, avec le pinceau, c'est les premiers jets, là. Mm. Et un sens du raccourci dans le trait comme dans la mise en scène puis dans la composition de l'image, là, pour aller au plus simple, pour que ce soit évocateur sans avoir à tout dessiner, là. Puis là, je me suis mis à regarder ça et à dire quelle virtuosité au pinceau. Mais souvent, c'est des gars qui avaient fait les beaux-arts, tu sais. Mais, ouais, tout ça pour dire que les goûts, comme je dis toujours aux gens qui lisent de la bande dessinée, les goûts, c'est comme un muscle, hein. Faut que tu le pousses un peu à un moment donné, là. Ça se développe. Puis quand tu le pousses, ça tire, ça fait mal, ça y va pas, là. Ouais. Mais, au bout d'un certain temps, ça s'assouplit, ça s'élargit. Et comme lecteur, t'as tout à gagner d'élargir, comme ça. C'est vraiment une excellente analogie. Et ça nous mène... Oui. À la raison de ma présence à Montréal, je Alors, trouve. tout ce préambule pour parler de... on commence dessus, à un moment donné? Ah ouais, on se lance. Alors, tu es de passage à Montréal pour présenter une conférence au titre formidable. Le roman graphique n'existe pas. Excuse-moi, permets-moi d'en rire. Dans ma présentation à Québec, la première image, c'était une photo de Georges Bernard Shaw avec une de ses citations. Toute grande vérité commence par être un blasphème. Puis je mettais la table comme ça, tu sais. Bon, là, je l'ai enlevé parce que c'est la grande bibliothèque, puis soyons un peu sérieux, là. Puis je veux pas avoir l'air trop prétentieux. Fait que quand j'ai relayé l'événement Facebook, là, j'ai écrit que c'était un titre provocateur, mais que l'intention se voulait rassembleuse, oui. Plus rassembleuse. Totalement, mais il y a largement matière à s'y pencher, et c'est ce que tu fais dans ta conférence. Mais je le crois. J'anime,
des rencontres, je donne des cours, je travaille en bibliothèque, je conseille des BD à du monde. C'est pas un dogme, là, mais moi, je n'utilise pas l'expression roman graphique. J'en ai pas besoin. Quand je dis que ça n'existe pas, c'est que pour moi, ça n'existe pas, là. Je vais essayer de me faire l'avocat du diable, même si, en principe, Michel, je suis, sur le fond, je suis tout à fait en accord avec toi. Ça va donner un entretien plate, là. Faut pas que tu sois d'accord. Non, mais attends. Non, justement. Non, je vais te relancer. OK. Bon. La chose qui me déplaît le plus dans l'utilisation du terme roman graphique, au-delà de l'anglicisme, c'est cette espèce de détournement de sens ou du fait qu'en fait, le roman graphique, c'est intimement lié à la culture anglo-saxonne, à la culture américaine. La bande dessinée européenne, elle est apparue quand même relativement très très tôt en album, cartonné, couleur ou non, en noir et blanc et tout ça. Et dans le réseau de distribution, contrairement aux comics qui étaient distribués dans les kiosques à journaux, jusqu'au milieu, fin des années 70, où alors là, les librairies spécialisées de comics sont arrivées. Mais la bande dessinée européenne, là, elle est disponible en librairie et en bibliothèque depuis la fin des années 20. Bon, écoute, bon, là, ce que tu viens de dire, c'est vaste. Il y a plein de choses. Je sais. Bon, tu disais c'est une mauvaise traduction. En fait, je dis que c'est un anglicisme. C'est un anglicisme, ouais, c'est ça. Ouais. C'est une mauvaise traduction dans le sens où on traduit des mots littéralement, ouais, mais dans des contextes qui ne se comparent pas. Et là, je rejoins ce que tu voulais dire. Dans le livre d'entretien dont on parlait tantôt entre Frank Miller et Will Eisner, la chose dont ils parlent le plus, sur laquelle ils reviennent le plus, parce qu'on les sent très amers, c'est la mainmise, c'est le rouleau compresseur, non pas du comic book, mais à l'intérieur du comic book, qui n'est qu'un support, qui n'est qu'un format de publication. Totalement. C'est le rouleau compresseur des super-héros. Et t'as là deux cas d'espèce qui ont réagi différemment pour sortir du carcan, qui était un carcan beaucoup plus important que du côté européen. Du côté européen, tu pouvais faire toutes sortes de genres. Mais du côté, quand on parle de super-héros, OK, Thor, c'est un dieu, puis là, t'es plus dans la mythologie. Tu sais, il y en a quelques-uns, bon, Doctor Strange, t'es peut-être plus dans le... Tu sais, dans l'ésotérique. Mais il reste que ça revient, ouais, ça revient, c'est pas mal tout le temps même, là. Alors, les deux, donc, se sont sortis de ce carcan-là de façon différente. Will Eisner, en retraitant, en sortant, et même en cessant de faire de la bande dessinée de fiction, parce qu'il faisait de la bande dessinée utilitaire, là, des contrats plates, là, de BD documentaires. Oui, pour l'armée notamment. Pour l'armée notamment. Ouais. Et puis, après coup, il est revenu, entre autres parce que il regardait aller la BD Underground, qui était née dans les années 60-70. Oui, ben là, arrive le photocopieur, puis tout ça, de telle sorte que n'importe qui prend un crayon, des feuilles de papier, va photocopier ça au coin de la rue, distribue. Avec le phénomène du fanzina est apparu la BD Underground, la BD alternative, où est-ce que, au lieu de travailler pour un éditeur qui dit « tu vas dessiner ça, puis ça va raconter ça », tu dis, puis tu fais ce que tu veux, surtout que c'était la période de la contre-culture, c'était très cru, c'était très provocateur. Will Eisner abonde pas, tu sais, il partage pas toutes ces valeurs-là, puis cette crudité-là, c'est pas la même génération, il est plus vieux qu'eux autres, il est plus vieux que Robert Crumb, que Shelton et compagnie, mais il regarde aller ça, et ça lui donne le goût de reprendre du service parce qu'il voit la liberté. Il voit des gars qui sont pas contraints à faire de la bande dessinée formatée pour des éditeurs et pour un marché. Frank Miller, lui, travaille pour des éditeurs de BD super-héros. Il fait du super-héros, mais il en sort pas. Mais de l'intérieur, il pervertit le genre. Exactement. Et il lui donne une ambition et puis il lui aussi une espèce de... C'est presque de l'irrévérence. Entre autres, ce qu'il a fait avec Dark Knight, c'est épouvantable parce qu'il a pris le personnage d'un héros qui était recommandable et il en fait une espèce d'être torturé, violent et psychopathe. Fait que
tout d'un coup, ça ouvre, et là, tout devient possible. Faire du super-héros, tout d'un coup, ça veut dire autre chose. Il a brisé le carcan de l'intérieur. Fait que les deux parcours sont très, très, très intéressants. Et quand Will Eisner va avoir le goût de faire la BD, il va arriver avec un projet d'album qui est un contrat avec Dieu. Contract with God. Ouais, ou un bail avec Dieu, ou un... Ouais. C'est plusieurs traductions différentes. Et puis, personne n'en veut. Puis, à un moment donné, il se tanne, parce qu'il va avoir un énième éditeur qui dit « Mais moi, je fais pas de comics, là, tu sais. » Puis Eisner, je dis « Non, t'as pas compris, là. C'est pas des comics, c'est pas du comic book, ça, là. C'est un graphic novel. » Ah, OK. Fait que c'est un tour de passe-passe d'un gars désespéré qui... Mais, dans le fond, désespéré, il a pas triché. C'est qu'il a voulu convaincre cet éditeur-là que ce qu'il faisait, c'était pas du super-héros. Mais là, aux États-Unis, dans la langue anglaise, t'es pogné avec le terme comique. Pourquoi comique? Parce que de 1896 à 1929, la BD américaine était exclusivement caricaturale et humoristique. Ouais. 1929, c'est l'arrivée de Tarzan, puis après Flash Gordon, puis Dick Tracy, puis toutes les autres. C'est la BD d'aventure avec un dessin plus réaliste. Ouais. Foster, Alex Raymond, avait un dessin réaliste. Mais c'est tellement ancré dans la culture, le mot comique, que ça reste. Fait que t'as les comic strips dans les journaux, puis t'as les comic books dans les tabagies. Mais t'es pogné avec le mot comique. Fait que moi, je le comprends, Eisner. Ça me tente pas, moi, quand je raconte mes souvenirs dans Brooklyn puis dans le Bronx, que le monde, ça crève de faim, des drames humains, puis on va appeler ça des comiques. Mais en français, là, ça a plus rapport, là. Ben non, pas du tout. C'est culturel. D'ailleurs, c'est brillant, Eisner, parce que son idée de graphic novel, c'est d'ouvrir un nouveau marché de distribution. C'est de quitter le kiosque à journaux et d'entrer dans les librairies. Dans la librairie. Et d'entrer dans la bibliothèque. Et aux États-Unis, c'est inédit. Et ça va influencer bien du monde. Ouais. Frank Miller, Will Eisner, c'est son idole. Ouais. Parce que quand il a vu les premiers livres, les premiers albums d'un autre format, plus épais que les comic books, avec un meilleur papier, tout d'un coup, dans sa tête, ça l'a percuté, là. Et puis, tu t'étonnes pas qu'après ça, Frank Miller arrive avec des projets de super-héros qui durent quelques centaines de pages. Non, la voie avait été ouverte. Mais en français, là, tu as un terme qui a été adopté dans les années 50, ça fait pas si longtemps non plus, bande dessinée, qui a trait à des caractéristiques formelles, qui est en rien réducteur, qui est en rien irrespectueux ou inadéquat. Bon, c'est pas très poétique. C'est plus beau en italien. En italien, c'est fumetti, des nuages de fumée. Ouais. Mais bon, bande dessinée peut désigner tout ce qui se publie, qui est formé d'une suite de cases qui font sens, qui racontent quelque chose ou qui racontent rien, mais qui sont organisées en séquence. Bande dessinée. Une séquence narrative. Si en anglais, on peut se dire, ouais, peut-être que c'était un besoin de trouver un autre terme. Personnellement, moi, j'aurais préféré récit graphique que roman graphique, parce que tu disais tantôt qu'est-ce qui est le plus détestable. Ben, moi, une autre chose que je trouve détestable, c'est le mot roman. Le mot roman, c'est récit graphique. Déjà, trouver un autre mot, ça m'horripile. Mais la prétention de faire du roman, je trouve que ça témoigne d'un éternel complexe d'infériorité. Exactement. De vouloir se comparer puis se rattacher, être apparenté à un autre genre. Ouais. Et moi, j'aime trop la bande dessinée. Ça me fait chier de rentrer le roman là-dedans. Je suis un très, très grand amateur de romans, soit dit en passant. Quand je suis en vacances, je lis pas de BD, moi. J'en ai marre. Là, je m'ennuie de lire des romans. Mais quand on dise que la BD, c'est du cinéma de papier, non. D'ailleurs, telle mise en scène, telle scène en BD, ça fait cinématographique. Hey, qu'est-ce que t'en sais? Veux-tu, on va s'asseoir. J'ai fait un cours de 17 semaines, de 3 heures par semaine là-dessus. Il y a autant de différences que de similitudes entre un découpage puis un storyboard de film. C'est pas tout à fait le même langage, mais c'est de la narration par l'image, là. Ouais. Mais c'est pas la même chose. Il y a un tas de points de vue qui ont été utilisés en BD avant d'être utilisés en cinéma. Les deux se sont nourris l'une l'autre. C'est pas la BD qui imite le cinéma, là. Et c'est ça, de prétendre qu'on met comme
on met quelque chose de romanesque dans un album en BD qui est en noir et blanc puis qui parle de mon nombril, puis que l'autre à côté qui est une histoire de pirate, c'est pas romanesque. Hein? Une histoire de pirate, c'est pas romanesque? Oui, il y a un tas d'idées reçues qui tombent comme ça, comme quoi quand c'est la littérature justement, je dis littérature, mais des genres comme de l'heroic fantasy, c'est pas du roman graphique. Le roman graphique, c'est des thèmes sérieux. Roman graphique. Depuis quand tous les romans sont sérieux, oui, voilà, puis que exactement. tous les romans sont intimistes, puis qu'il y a des romans d'aventure, puis en tout cas... Jules Verne, c'était un romancier d'aventure. Qui a été je pense pendant un siècle, ça a été l'auteur le plus lu au monde. Voilà. Mais là, ça m'amène à parler des caractéristiques, tu sais, parce que moi, dans ma présentation, je parle de roman graphique pendant 2 heures, fait que assez tôt, on parle de l'origine du mot qui vient de graphic novel, mais après ça, on essaie de définir c'est quoi. Ouais. Or, on n'y arrive pas, c'est impossible. Ben, c'est drôle parce que chacun a sa définition de roman graphique. C'est tellement une chose et son contraire. C'est fou. Alors, pour certains, un roman graphique se doit d'être en noir et blanc. Pour d'autres, non, la couleur aussi. La pagination. Ah, ben là, la pagination... Moi, là, l'exemple, Michel, je vais te poser la question. Magasin général de Jean-Louis Tripp et Régis Loisel. En 9 albums, chez Casterman, c'est de la bande dessinée. Même si c'est pas 48 ou 62 pages, c'est quand même du cartonné couleur. Mais, dans les rééditions, les 3 intégrales, dont le premier intégral vient de paraître, on sent très bien, et ça m'a été confirmé par les 2 auteurs, cette idée du souffle du roman graphique. Alors, Loisel et Tripp voulaient raconter une seule grande histoire. Casterman a décidé, dans un premier temps, de le publier en 9 albums. Ma question est la suivante. Est-ce que Magasin Général devient un roman graphique à partir du moment qu'il est publié sous le format de 3 intégrales, dont la pagination est plus importante? Poser la question, c'est d'y répondre. C'est tellement absurde. Je sais. Comme si une œuvre devenait autre chose que ce qu'elle était parce que tu colles ensemble ces chapitres. Pourtant, c'est la même chose. C'est parce que des BD qui ont... Tu sais, bon, il y a beaucoup une dichotomie entre ce qui serait du roman graphique, plus petit format, plus épais, en noir et blanc, avec des thèmes, disons, plus adultes, plus sérieux. Et d'une part. Et d'autre part, du côté américain comic book et du côté franco-belge, ce qu'on appelle le 48cc, 48 pages cartonnées, couleur, cartonné rigide. Bon, ça, c'est des contraintes éditoriales. Sortons-en. Sortons-en de ces contraintes-là. Mais effectivement, moi, je préfère comme Frank Miller qui réforme le comic book de l'intérieur. Ouais. J'aime bien des histoires comme celle des gars de l'assaut, comme de l'association, comme Trondheim puis Sphare. Il y a les gros éditeurs autour qui regardent pousser ces petites structures éditoriales-là, qui tirent leur épingle du jeu. Ils ont des BDistes intéressants. Ils flairent le talent, le potentiel. Ils les recrutent. Mais Trondheim, Sphare et compagnie, ils disent pas non. Ça ne les empêche pas de retourner à l'association quand ça leur tente de faire ce qu'ils veulent. Mais là, ils se mettent à faire du 48cc. Puis à un moment donné, ça va devenir autre chose. Puis quand même, dans du 48cc, ben, ils ont fait Donjon. Puis ils ont parti de la collection Poisson Pilote. Ouais. Puis là, Sphare est directeur de collection pour Bayou chez Gallimard. Puis ça me parle. Ça, je trouve ça intéressant. Parce que là, on n'exclut rien. On n'écarte pas les choses. Au contraire, on mêle tout, tu sais. Ouais. Tandis qu'avec le roman graphique, on crée des cloisons, on crée des catégories. On veut tellement se dissocier de la bande dessinée avec tout ce que le mot charrie de préjugés. Alors, au lieu de combattre, en fait, moi je dis les gens qui font du roman graphique, les gens qui utilisent, qui sont les tenants de l'expression roman graphique, ils sont tellement tannés des préjugés envers la BD, ils veulent tellement que le monde autour se rende compte qu'il se fait de la bande dessinée intimiste, psychologique, etc., etc. Mais moi aussi. La différence, c'est que moi, je travaille pour dire à tout le monde, la bande dessinée, c'est aussi ça, puis ça. Vous rendez-vous compte? Ouais. C'est pas la bande dessinée qui est limitée. C'est votre connaissance de la bande dessinée. Vous connaissez pas ça. Tandis que eux autres, le message qu'ils envoient, c'est « Oui, vous avez raison, sauf que... »
Non, non, moi, je ne fais pas de la BD. Moi, je fais du roman graphique, la BD. Donc, il y a une rupture, puis dans le mot rupture, ça veut dire rompre, ça veut dire au sens littéral, au sens propre, ça veut dire casser quelque chose. Donc, casser des préjugés, mais c'est aussi rompre dans le sens de laisser, et ça c'est autrement plus grave, c'est laisser les préjugés à la BD et s'en détacher. Et c'est terrible parce que moi je trouve que c'est justement que l'utilisation roman graphique vient faire un croc en jambe à tout ce travail d'éducation et de décloisonnement du médium. Et j'aime à penser que, par exemple, un album comme Les Idées noires d'André Franquin, s'il paraissait en 2019, cet album-là, il serait certainement classé dans plusieurs librairies, bibliothèques, comme étant un roman graphique. Mais il y a des ouvrages et des conférenciers et des journalistes et des chroniqueurs dans les médias et des BDistes aussi, plein de tenants qui triplent là-dessus, le roman graphique, puis la notion du roman graphique, qui aiment ça, les affaires à la mode, puis branchées, puis bon, qui vont rétroactivement, tamponner puis donner le saut. C'est comme si c'était certifié bio, hein, parce qu'à cette heure, sur les couvertures, on le voit de plus en plus souvent. C'est marqué en grosses lettres, l'éditeur le met, là, ceci est un roman graphique. Si vous êtes végétarien, vous pouvez manger ça, là, tu sais. Mais, où est-ce que je m'en allais avec ça? Ben, c'est qu'en fait, il y a donc cette idée qu'on va renforcer le médium, mais non pas de... Je pense pas que c'est volontaire par tout le monde, mais je pense que certains tenants, là, certains défenseurs, ardents défenseurs de romans graphiques, eux le font de bonne volonté, en disant on va départager l'ivraie du grain. Oui, mais c'est évidemment, ils sont pas mal intentionnés. Non, sauf que... Le résultat est catastrophique, par exemple. Oui, et parce que chacun aura, fort de sa propre sensibilité, de sa culture, de ses inclinaisons, une définition totalement différente du roman graphique. Ah, c'est parce que tu me parlais d'Idées noires. Oui. Ben oui, fait que quelqu'un peut décider après coup, 30 ans plus tard, que Idées noires, c'est un roman graphique. Ben moi, je me l'ai fait dire, Michel. Idées noires, c'est des gags d'une planche. C'est des strips, c'est des vignettes. Tu sais, moi, j'ai co-dirigé l'ouvrage 1792 à main levée, là, puis dans des chroniques, j'entends que c'est un roman graphique. Putain, c'est 4 BD de 8 pages. Où est-ce que tu vois le roman là-dedans? Il y a, dans certaines caractéristiques qui sont censées définir le roman graphique, que ça va à l'inverse de la notion même d'un roman qui est touffu, qui est bavard, qui est axé sur le texte. T'sais. Fait que le roman graphique, ce serait que, en définitive, tu as moins de texte, selon certains. Mais là, de toute façon, la bande dessinée, depuis des décennies, évolue dans le sens d'un médium de narration par l'image qui a de moins en moins besoin du support du texte. C'est drôle, hein? La BD, au début, surtout du côté français, à l'époque des illustrés, t'avais des pavés de texte sous l'image. Puis bon, après ça, Jacobs, il voulait faire de la BD littéraire. Foster, avec Prince Vaillant, il voulait faire de la BD littéraire. Fait que exit les bulles, le texte en dessous de l'image. Puis il y avait cette prétention-là. Moi, je fais quelque chose qui est proche du roman. Et puis, la bande dessinée a évolué ailleurs, à un moment donné. La bande dessinée a évolué, puis c'était une tendance lourde, vers des récits de moins en moins bavards, un narrateur de plus en plus absent. Et donc, comme si, de génération en génération, les lecteurs connaissaient de mieux en mieux le médium, ils n'avaient plus besoin de se faire expliquer ce qui se passe dans l'image. Les images étaient de plus en plus porteuses de narration et de plus en plus affranchies du texte. Oui, parce qu'à fréquenter un genre, on finit par en comprendre les mécanismes. Mais là, on comprend plus rien parce que c'est la confusion totale. Puis, bon, c'est peut-être pas la seule raison, mais la notion de roman graphique, ça fout le bordel. Écoute, je te raconte une anecdote. Une jeune femme qui vient à mes rencontres, elle assiste à ma rencontre de février dernier sur le roman graphique n'existe pas. Elle sort de là un peu remuée et un petit peu insatisfaite aussi parce que, bon, elle est bien consciente que ma démarche à moi, c'est pas une étude universitaire, c'est un témoignage d'un médiateur et d'un employé de bibliothèque de longue date. Une observation de longue haleine. Puis que ça reste, c'est un peu personnel. Bon, je citais des articles puis des exemples donnés, mais
Elle voulait plus. Parce qu'elle, dans la vie, elle est agente de recherche. C'est même sa seconde nature. Fait que, d'elle-même, elle a fait une revue de presse avec les termes bande dessinée et roman graphique pour les médias québécois. Radio, magazines, journaux. Elle m'a remis un document de 50 pages. C'est une revue de presse. Je vais demain à la grande bibliothèque, je vais citer quelques exemples, quelques perles. Mais quand tu lis les perles, ben, ça peut faire sourire, ça peut faire rire jaune, mais quand tu lis l'ensemble de l'œuvre, tu passes à travers les 50 pages, là, c'est malsain. C'est triste, là. C'est triste parce que c'est vraiment n'importe quoi, que tout le monde est mêlé. Et notre recherchiste, qui veut garder d'anonymat, elle a tiré des conclusions après coup. Alors, la première page de son document, ça dit « Années 90, la BD en quête de reconnaissance, le roman graphique comme nouveau territoire à explorer. » Début 2000, des BDistes en quête d'identité et de distinction personnelle, le roman graphique comme outil de définition d'un style d'auteur. Vers 2005, des BDistes et des éditeurs en quête de débouchés, ventes et nouveaux lecteurs, le roman graphique comme mode et outil marketing. Vers 2010, débat et confusion autour de la signification des termes et des étiquettes, le roman graphique comme tout et son contraire. Vers 2015, développement et entretien du mythe du clivage BD versus roman graphique. Le roman graphique se pose en rupture avec la BD. Aujourd'hui, contamination incontrôlée. La BD n'est plus, vive le roman graphique. Le public et les non-spécialistes tendent à utiliser le terme roman graphique en lieu et place de BD, tandis que les médiateurs et les experts en BD font un retour à bande dessinée. Bon, elle a tiré ces espèces de conclusions, 5 ans par 5 ans. Moi, j'ai été témoin de choses et j'ai vu des choses qui font que, avant 2010, j'ai vu ça, puis c'est pas si tranché, mais il y a quand même une évolution. Moi, je dirais, je compare ça à un carré de sable mouvant. Puis plus ça va, plus on s'enlise, là. C'est juste de pire en pire, là. Et effectivement, j'ai entendu, à Plus on est de fous, plus on lit, dire, comme ça, dans le flux de l'entrevue, c'est une bande dessinée ou un roman graphique, comme cette discipline artistique s'appelle maintenant. Là, c'est rendu que roman graphique, c'est rendu que ça remplace bande dessinée. Hein? Ça a déjà été comme une partie de la bande dessinée, puis là, on les a mis en opposition. Si c'est du roman graphique, c'est pas de la BD. Et moi, tout ça, je trouve que c'est n'importe quoi, là. Et même le roman graphique, je trouve pas que c'est une portion de la bande dessinée. Comme je le dis, moi, je travaille dans la bande dessinée à longueur d'année, je n'utilise pas ce terme-là. J'ai parlé depuis tantôt d'un certain nombre des rendez-vous de la BD que j'ai montés. Écoute, j'ai fait 3-4 rencontres sur la BD documentaire. J'en ai fait autant sur des transpositions de romans en bande dessinée. J'ai fait des trucs sur l'intimiste. Regarde, tous les sujets qui sont censés définir et caractériser spécifiquement le roman graphique, je les ai abordés. Mais chaque fois, j'avais tous les formats. J'avais du dessin... un des critères de définition, je ne l'ai pas nommé encore, mais il était important, c'est le dessin en tant qu'écriture graphique. Bon, des bons exemples de ça, il y a Guy Delisle, parce que son dessin est d'une simplicité, il est très graphique. Rabagliati, je l'ai déjà entendu dire en entrevue, moi je viens du graphisme, puis quand je me suis mis à la BD, mon dessin est graphique. Oui, la série des Pauls, le dessin est très graphique. Donc, c'est un peu ce que ça veut dire, une écriture graphique. Marjane Satrapi, ça peut correspondre à ça. Edmond Baudouin? Craig Thompson? Matotti? Chris Ware? Là, déjà, il est ligne claire, mais il est en couleur. Il utilise, la couleur chez Chris Ware est très importante, très, très, très présente. Donc, c'est forcément... c'est pas nécessairement en couleur, c'est pas nécessairement un dessin qui est tout simple. Des fois, c'est un dessin qui est pas une écriture graphique, mais pas en tout. Fait que c'est ça. Tu prends les critères qui définissent ça, là, puis moi, c'est ce que je vais faire demain soir. Exemple à l'appui, parce que les planches, les couvertures, tout ça sont projetés sur écran. Je les démolis, mais j'ai pas beaucoup d'efforts
à donner parce que ça se démolit tout seul, ça tient pas la route. Ça tient la route à aucune définition, il n'y a aucun critère qui tient la route. Et puis, quand tu essaies de circonscrire, quand tu essaies d'englober quelque chose à l'intérieur de l'étiquette roman graphique, ça déborde aussi. Parce qu'il y a un tas de BD songés qui sont en 48cc ou en comic book. Ah oui. Charles Burns, avec... Comment? Avec Get Out, sa trilogie. Oui, mais avant, son grand classique sur les adolescents... Black Hole. Black Hole. Ouais. Black Hole, y a-t-il quelque chose qui fait plus roman graphique que ça? Mais Black Hole, c'est paru en comic book initialement. Ouais. Mais souvent, c'est des trucs qui sont parus sous forme feuilletonesque. Peut-être pas feuilletonesque, parce que dans l'esprit du feuilleton, il y a une part d'improvisation. Mais... Tu sais, dans la BD franco-belge, il y a le format du 48cc qui est imposé dans la BD grand public, mais il y a un tas de récits, je dirais 80% des bandes dessinées qui s'adressent aux adultes, puis même aux plus jeunes, depuis les années 80, c'est en fait, non pas des récits complets, mais des récits longs qui s'étendent d'album en album et qui sont après coup republiés en intégrale. Ouais. Comme ça a été le cas pour Dark Knight, comme ça a été le cas pour Black Hole, comme c'est le cas pour L'Ascension du Haut Mal de David B. Totalement, c'est un des romans graphiques, c'est un porte-étendard, tu sais, c'est presque du fétichisme, là. C'est avec Marjane Satrapi, Mars et quelques autres, là, le roman graphique type. Eh bien, c'est paru, oui, c'était pas en couleur, c'était en noir et blanc, mais pour le reste, c'est paru dans un format qui était tout à fait proche du 48cc, puis ça a été republié après coup en intégrale. Ça veut strictement rien dire. Fait que, moi, le 48cc, j'ai en tête un tas de créateurs futés qui ont détourné ça. Hergé, pour un, qui avait une ambition de raconter des grandes histoires, eh bien, 4 fois, il a fait des diptyques avec Tintin. Totalement. On parle de 2 fois 62 pages. Ça commence à être de la pagination, là. C'est pas pire, tu sais, comme pagination. Ben, d'ailleurs, paraîtra sous peu, en un seul album, Objectif Lune, et On a marché sur la Lune. En un seul album. Là. Il remaquette le tout. Alors, à ce moment-là, est-ce qu'on parle de roman graphique? Ben, Jacobs, avec Blake et Mortimer, il y a 2 de ces histoires, Le Secret de l'Espadon, puis je me souviens plus du titre de l'autre, que c'est comme l'équivalent de 2-3 albums, dans un cas c'est 3, puis qui ont été republiés après coup en intégrale. Mais il y en a des exemples comme ça, il y en a plein. Oui. Et, par exemple, on parlait de Charles Burns tantôt. Après Black Hole, il a fait une trilogie, Get Out, et donc, ces 3 albums, exactement dans le format de Tintin, c'est en couleur avec des aplats de couleurs, et le personnage, c'est le négatif de Tintin, il a la houppette noire. Puis il fait des performances musicales, théâtrales, avec un masque qui évoque Tintin. Totalement. Alors, et pourtant, et les gens parlent de roman graphique, mais on se dit... Okay, en traduction, mais on se dit, mais non! Mais non! Parce que dans votre logique, c'est du 48 ou du 62 pages couleur, cartonné, ligne claire. Alors... c'est pas des critères qui redéfinissent un médium. Je veux dire, le noir et blanc, ça peut caractériser telle œuvre. Je demandais à Edmond Baudouin, quand je l'ai reçu récemment, qu'est-ce qui fait que telle histoire, vous allez la faire en couleur ou en noir et blanc? Puis là, il vient pour me répondre, ben ça, c'était chez Air Libre, dans la collection Air Libre, c'était en couleur. Puis là, je dis, non, je sais ça. Mais quand vous avez signé pour Air Libre, vous avez raconté ça, et non pas telle autre histoire. Pourquoi cette histoire-là, vous avez jugé, elle fit très bien en couleur? Là, il m'a souri en voulant dire, OK, je t'en passerai pas, toi. Fait que là, la réponse, ça s'est devenu autre chose. Hein. Fait que ça peut caractériser une œuvre, mais on n'a pas à renommer le médium. Hey, tu connais-tu un autre genre comme ça, toi? Le roman, le théâtre, la chanson, le roman, qui se renie lui-même quand il change, quand il évolue? Ben moi, j'ai jamais entendu un cinéphile ou un réalisateur dire « Je ne fais pas de cinéma, je ne fais que des courts-métrages ou des moyens-métrages. » Ouais. Puis le cinéma adapte des millions de romans et maintenant des millions de BD. Oui. Ils sont contrefoutus, tu penses, de se réclamer du roman puis de la BD. Ils s'en sacent complètement, le cinéma. Ben non, ils absorbent. Lui, il digère tout, tu sais, puis c'est du cinéma, c'est une grosse machine, c'est un gros monstre qui avale puis qui digère au fur et à mesure. Moi, je souhaite à la bande dessinée, au 9e art, la maturité du 7e. C'est-à-dire de
finir enfin sa crise d'adolescence. Les adolescents renient leur enfance parce qu'ils veulent s'affirmer, mais ils le font avec une telle maladresse qu'au début, tu ris, puis à un moment donné, c'est pathétique, puis t'as hâte que ça finisse, là. Et puis après ça, on se réconcilie avec notre enfance. Mais là, il y a plein de gens qui veulent faire du roman graphique absolument, puis qui renient comme leur enfance, le reste de la bande dessinée. Ils veulent vraiment s'en détacher. Et ils le font en le reniant de façon maladroite, en surréagissant, alors que, dans le fond, ça fait partie d'un tout ça. La solution, elle est où dans l'éducation? Écoute, ça va mal parce que là, ça a envahi les médias. Ah non, là, les médias raffolent des nouveaux termes, des néologismes. Voilà. Les profs sont pris avec ça. Moi, ça fait au moins 15 ans ou plus qu'il y a des professeurs et des bibliothécaires qui viennent me voir et qui disent « Michel, on faudrait que tu nous éclaires. On entend parler de ça, puis on ne sait pas c'est quoi. C'est quoi un roman graphique? » Alors, je réponds toujours 2 définitions très courtes. La première, le roman graphique est une vue de l'esprit. La deuxième définition, le roman graphique est une bande dessinée produite par quelqu'un qui a honte de faire de la BD. Et ça résume pas mal bien, je trouve. Alors là... Mais le problème, c'est que les profs, j'ai beau dire ça, moi, je ne compte pas, je suis une goutte d'eau là, dans le sable mouvant dont je parlais tantôt. Ouais. Ils sont pognés avec ça de plus en plus. Là, c'est rendu que les bibliothèques aussi veulent satisfaire leur clientèle, si bien que dans le catalogue des vedettes matières qui est utilisé dans les bibliothèques, on a introduit le terme roman graphique pour cataloguer. Le catalogage, c'est quelque chose qui est officiel. Tu rentres pas n'importe quel thème dans un catalogue de vedettes matières. Ça change pas beaucoup, là, un catalogue de vedettes matières. C'est quelque chose de gros, là. Fait que moi, j'en perds mes cheveux, là. Je capote complètement. Mais évidemment, personne ne me demande mon avis quand on décide ça en haut lieu, là. Mais c'est comme ça aussi, c'est comme ça dans les médias. C'est un terme dans le monde éditorial. Fait que moi, demain, je prends la parole à la Grande Bibliothèque. Je suis honoré qu'on m'ait invité. J'espère que je serai très heureux de faire réfléchir un peu des lecteurs, des amateurs de BD, mais je doute de faire changer d'avis les BDistes qui pensent faire du roman graphique. Je pense pas que je vais les faire changer d'avis. Ils vont rester campés sur leur position. Il y a eu... tu sais, j'ai présenté la première mouture de cette conférence-là en février, à Québec, dans le cadre de mes rendez-vous de la BD, et j'avais rafraîchi, j'avais relancé l'événement Facebook la veille. Et en revenant sur le fil d'actualité, ça a comme provoqué une discussion le jour même de ma présentation. Fait que moi, je suis dans le dernier droit pour peaufiner ma présentation, parce que j'en ai jusque-là, tu sais, tellement j'ai de l'ouvrage. Puis là, je vois ça, toi, la discussion qui s'enflamme sur Facebook, les contre, puis les pros romans graphiques. Et je réalise que du côté des pros, ce sont des créateurs. Puis que de l'autre côté, ce sont des gens comme moi, qui travaillent en librairie puis en bibliothèque. Et là, ça me fait réfléchir. Bon, évidemment, c'est quelques personnes, ça n'a rien de scientifique là, comme étude, mais ça m'a fait réfléchir. Je me dis, nous, on ne travaille pas dans notre studio, puis on ne rencontre pas le public 4-5 fois par année dans des festivals. On travaille au quotidien avec le public. L'évolution des tendances, tout ça, on le vit sur le plancher, puis c'est tout de suite là. Je pense que les gens qui agissent comme médiateurs, puis qui travaillent dans le milieu du livre, sont témoins directs de cette confusion-là. Cette espèce de grande confusion, permettez-moi l'expression, de grand foutoir qui est en train de prendre de plus en plus de proportions. Et puis, ça nous inquiète. Et puis, personnellement, moi, ça vient me chercher, là. J'ai accepté l'invitation de venir à ton micro, puis d'aller demain à la BANQ, parce que je trouve ça important d'en parler, là. Mais ça m'a fait... Ouf! Ça me tente-tu de me remettre là-dedans? Parce que la préparation de l'entrevue, de la conférence initiale, ça avait été assez éprouvant. Parce que, émotivement parlant, ça vient me chercher. Ma chercheuse qui m'a fait sa revue de presse, les articles que je lis, les ongles me poussent, les cheveux me dressent la tête. Et c'est vraiment une espèce de colère qui finit par monter, parce que je sens derrière tout ça
c'est pas tant l'ambition littéraire. Bon, revendiquez-vous du roman si vous voulez. Moi, je pense pas que la bande dessinée ait rien à gagner à ça. Mais c'est la prétention qui vient avec l'ambition. La prétention de faire mieux, de faire autre chose, alors que c'est pas vrai. Et, ben voilà. Parce qu'au final, ça nous ramène à ce que tu disais tantôt, là. Quand on lit une BD, puis qu'on se dit, waouh, ce que je viens de lire là, ça pourrait pas être aussi fort dans un autre médium. Il y a juste en BD que tu peux faire ça. Ben moi, je trouve que la bande dessinée est jamais aussi épatante que quand elle essaye d'imiter personne d'autre. Mon Dieu, c'est la conclusion, Michel. Adieu. C'est dramatique. Non, mais c'est tellement bien tourné. Mais cela dit, quand tu fais une BD de 300 pages, en noir et blanc, avec telle sorte de dessin, ben, c'est de la bande dessinée. Fait que, tu t'imites pas le roman. Justement, si au moins ça imitait le roman, ça imite même pas le roman. Non, pas du tout, au contraire. Puis des thèmes intimistes, il y en a eu avant, puis il y en a sous toutes les formes, puis du 48cc, j'en connais que c'est des grosses BD psychologiques, puis que je ferme l'album, puis je suis bouleversé, puis... Mais c'est juste, le seul problème, c'est que le roman graphique n'existe pas. Puis, c'est de la bande dessinée. À cette heure, la bande dessinée, il n'y a rien qui s'est inventé dans les dernières décennies, là, mais ça s'est comme systématisé, ça s'est développé, ça leur rejoint de plus en plus le grand public. Alors la bande dessinée, elle est plurielle, elle est diversifiée et elle rejoint plein de monde et c'est merveilleux. Hey, c'est fou, Michel, de t'entendre parler. Tu parlais de l'effet miroir tantôt. Ah oui. On change-tu de bord de la table? C'est assez troublant. Écoute, donc tu présenteras à la Bibliothèque et Archives nationales du Québec dans le cadre du Festival de bande dessinée de Montréal et non pas le Festival de roman graphique de Montréal? Ah, mais on voit dans l'intitulé de certains événements... Je sais. Il y a un cours à l'Université de Manchester, en Angleterre. Ils viennent de recruter Benoît Peters. Ben, ils viennent, ça fait... Je sais pas comment ça fait de temps, là. Benoît Peters, qui est lui-même, il est franco-belge, hein? Il est né en France, il a grandi en Belgique, ouais. Peu importe. Mais ils l'ont recruté, puis son cours, ça s'appelle Roman graphique et art de la bande dessinée. Mais là, quand je lis ça, moi, je dis non, Manchester, c'est en Angleterre. Le titre du cours, c'est Comics. C'est Graphic Novel and Comic Art. Mais ça, ce sont des expressions consacrées en anglais. Ouais. C'est devenu des expressions consacrées. Mais l'art de la bande dessinée, tu sais, t'as roman graphique et l'art de la bande dessinée. C'est pas l'art du roman graphique et de la bande dessinée. La bande dessinée, elle a besoin du préfixe « art » pour montrer que c'est pas de la marde, tu sais, parce que sinon, tu fais pas un cours là-dessus, n'est-ce pas? Ouais. Tu sais, les mots, c'est des contenants. Hein? On leur fait bien... C'est des conceptions puis des contenants. Un mot, ça contient ce que tu y mets. Alors pour moi, le mot bande dessinée, c'est un contenant qui s'élargit et qui peut contenir de plus en plus de belles affaires. Oui, mais ça s'élargit, mais on vit à une époque où, dans les médias, il faut raccourcir tout le temps. Il faut trouver, il faut aller au plus simple, il faut aller au sens de la formule, il faut aller au plus court. Mais quand tu lis la revue de presse, là, c'est pas simple, l'avènement du roman graphique. Tout le monde est mêlé. Mais non, mais et justement, et même au niveau, ne serait-ce que vous avez un texte à composer de 500 mots. Roman graphique et bande dessinée, est-ce que vous gagnez vraiment au niveau de 2-3 voyelles ou consonnes? Vous gagnez vraiment votre espace? Il y a quelque chose il faut aller à la clip, il faut aller plus vite, Ouais, moi je pense que c'est un peu comme les étiquettes de musique. Moi je m'intéresse tellement pas aux étiquettes que je suis même pas capable de te donner des étiquettes récentes, tu sais. Le post-punk, puis le post-rock, puis le hip-hop, machin, puis là, il ajoute des préfixes, là, puis ça a 3000 pieds de long, là. Puis, tu sais, à un moment donné, le disco est passé de mode, puis là, ils ont fait de la dance music. Ce ne sont que des mots. Mais on s'entend-tu que c'était la même maudite affaire, là? Fait de la musique beatée que tu danses dessus, là. Alors, c'est ça, les gens aiment les étiquettes. Alors, si le roman graphique n'existe pas, mon cher Michel, la bande dessinée, quant à elle, elle est vibrante, elle est multiple. Ouais, elle existe très fort. Ouais, et c'est une très bonne nouvelle. Oui, je viens répandre la bonne nouvelle et je viens simplifier les affaires.
Et puis il y a un Américain sur... moi, j'ai pogné ça sur un site web. Lui, il va plus loin que moi parce qu'il est anglophone. Puis il dit... Le titre de son texte, c'est... le graphic novel, ça a fait une bonne job. Ça a été utile un certain temps. Là. Maintenant, c'est assez. Fait que là, merci, bonsoir, on n'a plus besoin. Fait que là, lui, c'est art séquentiel, roman graphique. Non, oublie ça. Comics. C'est des comics. Hey, c'est radical, là. Mais pour un anglophone, là, pour un anglophone, lui, il va bien plus loin que moi. Oui, là. totalement. Parce que le terme, on s'est entendu que le terme n'est pas adéquat. Là. Eh bien, Michel Giguère, ce fut trop court, mais néanmoins un honneur de te recevoir au micro de Vous avez dit BD. Merci beaucoup d'être passé. C'était tellement plaisant, même si le sujet m'éprouve. Ouais. Non, mais il y a tellement à dire. Alors, évidemment, ceux et celles qui auront la chance de te voir en conférence... Ah, mais là, il va y avoir plein d'images si vous avez l'occasion. Oui, évidemment. Ce sera peut-être trop tard quand vous entendrez ces mots. Mais ce sera des images tirées de bandes dessinées, j'imagine, et non pas de romans graphiques, mon cher Michel. Quand même pas. Écoute, s'il n'existe pas, je peux pas en montrer. Et je te laisse là-dessus. Il y a la biographie de Marcel Gottlieb. Hein? Je sais pas si c'est un clin d'œil que tu as fait. J'existe, je me suis rencontré. Ah non. Ah, c'est une biographie, ça fait un bout que c'est sorti. Oui, je sais. Non. Je me demandais si c'était un clin d'œil à ça. C'est pas un clin d'œil. C'est... Au-delà de l'affirmation, je veux dire. Oui, mais c'est quelque chose que je pense vraiment. Oui, au niveau de la prise de position, mais cette anecdote de Gottlieb qui s'est rencontré lui-même dans un musée de cire et qui s'est vu en statue. Non, si ça se réfère à quelque chose, c'est peut-être plus à Dieu. Oui. Ben, Michel Giguère, merci beaucoup. C'était vraiment un plaisir réciproque. Et j'espère que tu reviendras à Montréal plus souvent pour proposer et présenter tes conférences. On en a bien besoin, nous aussi, à Montréal. Ben écoute, j'espère que plein d'oreilles vont entendre ça et m'inviter à nouveau. Bon, alors prenez le message, prenez des notes. Merci d'avoir été des nôtres et on se dit à très bientôt.